je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au fil du yoga. Et devinez quoi? Pour ce premier épisode de la saison 3, mois de septembre, j'ai le grand plaisir d'avoir Maïmouna avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très proche du dernier podcast qui est paru pendant l'été, les petites bulles de l'été du podcast, sur la fin de l'âge d'or du yoga. En fait, on voulait vous parler de cette dichotomie qu'on peut retrouver entre le yoga traditionnel et le yoga moderne. Et à travers nos réflexions, c'est aussi s'interroger en définitive sur les aspects du yoga d'aujourd'hui et peut-être esquisser les prémices de ce que devient en 2022. Donc, yoga tradition ou traditionnel et yoga modernité, tout de suite, on a en tête l'image du yoga tradition, c'est le yoga de l'Inde. Le yoga tel qu'il est pratiqué en Inde, avec tout son corollaire, plutôt de style hatha yoga, avec chant de mantra, mudra, les noms des postures en sanskrit, des méditations qui suivent les enseignements des grands maîtres indiens. De l'autre côté de ce paysage, un yoga occidental, très américanisé, avec des noms de postures dans la langue du pays, des enchaînements rapides, l'absence de chant, l'absence de mudra, l'absence de mantra, et même peut-être parfois des pratiques qui s'éloignent de l'image que nous avons tous en tête, bien loin des statues de Ganesh dans les studios. Et avant de donner la parole à Maïmouna, je voudrais juste vous donner la définition du mot tradition. Et vous allez d'abord être étonnés parce que vous allez avoir un début de réponse en fait à nos interrogations. La tradition désigne au sens général l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. Une des premières questions qui nous est venue à l'esprit, juste avant de commencer cet enregistrement, c'était de savoir si, en définitive, la forme du yoga actuel était vraiment un yoga traditionnel. Qu'est-ce qu'on entend, en fait, par yoga traditionnel? Par exemple, pour ce qui me concerne, pour moi, parce que c'est souvent mis en opposition, je vois souvent le yoga traditionnel comme recouvrant la notion de hatha yoga contre toutes les autres formes, si vous voulez, de yoga, notamment le yoga vinyasa, c'est-à-dire des formes qui, dans le temps, sont apparues plus récemment. Mais souvenez-vous de cette définition de tradition. La tradition, c'est une transmission. Est-on bien sûr que même le hatha yoga reflète ce qui a été initialement enseigné il y a, je ne vais pas dire 2500 ans parce que c'est pas tout à fait 2500 ans, on va dire 2000 ans en arrière. Ne serait-ce que sur le nombre de postures, le hatha yoga pradipika qui date du Moyen-Âge ne recense qu'une quinzaine de postures. Or maintenant, même en hatha yoga, on dépasse ce nombre de 15. Bien entendu, dans les autres formes, je pense notamment au vinyasa. Là, on a une explosion de postures, ou en tout cas, si vous voulez, d'adaptation. Iyengar en comptait environ 200, on en est à plus de 2500. Est-ce que yoga traditionnel, c'est plus légitime que yoga moderne? Est-ce que quand on embrasse, par exemple,
la voie du yoga vinyasa, ou si vous voulez, le vinyasa en général, est-ce qu'on est moins légitime que si on se dirigeait vers la voie du hatha yoga? Si on se réfère à la définition, non. Parce que même le hatha yoga a évolué dans le temps. Parce que même le vinyasa a été enseigné par les grands maîtres indiens. Revenons un tout petit peu en arrière. À l'origine, le yoga était uniquement spatialisé en Inde. Et puis, pendant très longtemps, ça a presque disparu. C'était réservé qu'à un petit groupe, les ascètes, les brahmanes. Et puis, avec le temps, ça s'est amoindri, c'est revenu, c'est reparti. On est dans un mouvement de va-et-vient constant, comme on le connaît dans toute l'histoire de l'humanité. On se rapproche du XXe siècle. 1893, j'ai vérifié la date, on a Vivekananda qui se rend au Parlement des religions à Chicago. Et là, c'est la remise en avant du yoga. Et dans les années qui vont suivre, début des années du XXe siècle, c'est l'émergence de nouveaux maîtres du yoga, dont une des principales volontés va être d'exporter le yoga d'abord aux États-Unis, qui va servir de tête de lancement pour exporter ensuite le yoga vers d'autres pays occidentaux et notamment l'Europe. Ça voudrait dire que ces grands maîtres que tout le monde respecte et dans l'esprit des gens, on assimile au yoga traditionnel, que c'est ces mêmes maîtres-là qui ont dessiné les traits du yoga moderne. À mon sens, le yoga dit moderne est tout à fait aussi légitime que le yoga dit traditionnel. Même pour être beaucoup plus concrète, pour moi, il n'existe qu'un yoga, même s'il y a différentes formes de style dans les postures, dans la construction d'une séance qui fait que on va dire que ça c'est du hatha yoga, ça c'est du vinyasa, ça c'est du kundalini, ça c'est du forest yoga. Et juste avant que nous mettions l'enregistrement, je posais la question à Maïmouna, mais le forest yoga, c'est quoi? C'est du yoga traditionnel ou du yoga moderne? Le kundalini, c'est quoi? Traditionnel ou moderne? Si on s'en réfère à l'histoire, ces deux pratiques, puisque nous sommes toutes les deux enseignantes l'une de kundalini, l'autre de forest yoga, seraient classées, puisqu'elles datent, qui concerne le forest yoga des années 80, pour le kundalini 1960 à peu près, ça voudrait dire que ce sont des yogas modernes pour autant. Et je pense notamment au kundalini. Je ne classe pas le kundalini dans une forme de yoga dit moderne. Pour moi, le kundalini représente une forme de yoga traditionnel. Donc, qu'est-ce que le yoga traditionnel? Au-delà du temps et de l'espace, il faut, je pense, s'interroger sur les liens avec les premières pratiques, pas écrites, puisqu'elles étaient d'abord orales, les premiers textes, pour essayer de trouver effectivement des fondements dans ce qui a existé à la naissance du yoga. Et si on regarde à ce moment-là comment et pourquoi ces différents styles sont nés, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, la qualification de yoga moderne n'est pas adéquate et nous sommes dans une tradition, puisque Kundalini et Forest Yoga, et même Vinyasa, Ashtanga Yoga, sont des moyens, sous des formes un peu différentes de ce qui a d'abord existé, sont des moyens de perpétuer les enseignements qui ont jalonné toute l'histoire du yoga. C'est-à-dire que le yoga n'est pas uniforme, le yoga est protéiforme. Et parler de légitimité pour un enseignant qui fait du hatha yoga, parce que c'est ce que je retrouve en lisant certains posts, notamment sur Facebook, ça n'enlève pas au professeur sa qualification et sa qualité en tant que professeur. Ce qui me dérange,
c'est que ça renvoie une image négative pour les autres styles. La question est de savoir, est-ce que les voies modernes du yoga conduisent à la libération telle que c'est écrit dans tous les grands textes qui sont à la base de la philosophie du yoga. Et quand bien même, s'il y a moins de spiritualité dans une forme moderne, puisqu'on essaye de coller aussi, le mot spiritualité fait toujours un peu peur parce que spiritualité égale religion dans nos esprits. Or, beaucoup d'entre nous vivent dans des pays qui sont laïques. Et ça peut heurter. En France, ça heurte. Certaines personnes ne rentrent pas dans un studio de yoga de crainte qu'on ne leur donne un cours qui soit empreint de religion et non pas de spiritualité. Est-ce que les voies modernes du yoga, ce que je vais appeler du coup les voies modernes du yoga, même si on est d'accord qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de dichotomie, est-ce que ces voies modernes sont une voie de libération, sont une voie spirituelle, et est-ce que c'est nécessaire? Alors, je suis par moment d'accord, par moment un tout petit peu moins d'accord avec toi. Donc, notre sujet est de savoir qu'en est-il en gros qu'est-ce qu'on appelle le yoga moderne, qu'est-ce qu'on appelle le yoga traditionnel ou classique. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a une légitimité? Je dirais que la question essentielle, à mon sens déjà, c'est de se rapprocher de ce qu'est le yoga. Effectivement, le terme yoga en sanskrit signifie union, la méthode également. Pourquoi? Parce que le but, c'est la libération, ce qu'on appelle moksha. L'union avec quoi? Bon, l'union avec le divin. Sachant cela, ça veut dire que les méthodes et les pratiques employées dans cet objectif-là, dans ce but-là, relèvent du yoga. En ce sens, donc, quand on parle de yoga, mais qu'on met de côté l'aspect de spiritualité, on est dans une forme de quelque chose, sans aucun jugement de valeur, mais qui n'est pas du yoga, qui est autre chose que du yoga, qui peut générer peut-être du bien-être, de la détente, mais il n'est pas question de yoga. Le yoga, la notion de yoga est intimement liée donc à la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas comme le disait Caro, hein, on ne parle pas là de prosélytisme religieux, ni évidemment pour l'hindouisme, ni par exemple dans le cas du Kundalini de sikhisme, mais on parle quand même de divin. D'accord, divin, c'est Dieu, hein, Dieu tout, peu importe la forme, peu importe mais on parle de ça en fait. Donc à partir de ce moment-là, questionnons-nous si on veut aseptiser totalement le yoga de cet aspect-là, parce que c'est gênant dans une société moderne, plein de raisons, hein, laïque. Ou athée ou religieuse d'autre chose. Dans ces cas-là, quand on va dans un cours de yoga et qu'on ne retrouve pas ça, on peut estimer qu'on est peut-être dans un yoga moderne ou on peut estimer qu'on ne fait pas un cours de yoga. Tout ça pour dire quoi? Que Caro a très bien introduit, tradition versus modernité, tradition signifiant tout ce qui est de l'ordre de la transmission. Donc pour transmettre quelque chose, il faut bien qu'il y ait une source. Et la source se situe donc dans le temps. Donc, c'est ce qu'a expliqué Caro, donc avec certains yogas qui sont apparus plus ou moins tard dans l'époque dite moderne. Il faut savoir plusieurs choses que vous avez déjà, mais on va les rappeler. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette vague, entre guillemets, de maîtres spirituels indiens qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 60 et qui ont donné naissance à diverses formes de yoga. Là, on parle de pratiques et d'écoles qui diffèrent. D'autres maîtres indiens également se sont fait connaître sur la scène internationale à peu près dans cette même période, en fait, au milieu du XXe siècle. De ce fait, est-ce qu'on pourrait taxer ces maîtres de
non traditionnel, donc d'être dans une forme de modernité, voire d'adaptation aux besoins des Occidentaux qui ne comprennent rien à la spiritualité. Donc, on va leur faire plus d'asana parce que ils sont plus réceptifs à ça. Hein. Oui et non. Alors, donc, c'est à moitié vrai ce que je dis. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a eu cet aspect-là qui n'empêche pas en fait l'étudiant en yoga d'aller après se plonger plus avant dans la tradition et dans les multiples formes de yoga. Alors, pour essayer de ne pas être ennuyeuse dans mon propre sujet, ce que j'essaie de dire par là, c'est que la question de la tradition et de la légitimité, à mon sens, ne se pose pas en termes d'apparition dans le temps, dans la chronologie, mais elle va plutôt se poser en termes d'objectifs. C'est-à-dire que, évidemment, le yoga étant fait par des êtres humains, donc par des hommes, donc par des maîtres indiens, donc au fil des siècles, bien évidemment, il y a eu des évolutions plus ou moins marquées sur les outils menant en fait à cette libération, à cette moksha. Finalement, la question est de savoir si on parle, quand on fait un certain type de yoga, je ne vais en citer aucun, si on est dans juste la guérison et le bien-être de cette incarnation-là, ce qui est déjà vachement bien, ou si vraiment derrière il y a un objectif de moksha ou d'apprentissage ou d'élévation spirituelle. Là, à mon sens, donc ça n'engage que moi, quand on n'est que sur une partie bien-être, uniquement bien-être et guérison, parce que c'est des termes à la mode, je dirais que la légitimité du yoga, elle n'y est pas. Mais peut-être qu'il y a 3000 ans aussi, il y avait des personnes qui pratiquaient des formes de yoga où la libération n'était que secondaire. J'en sais rien, je ne suis pas assez calé pour pouvoir dire ça. Mais comme l'a très bien décrit Caro, au tout début, et même pendant très longtemps, le yoga était pratiqué par des ascètes, notamment par des sadhus, comme un tapas, donc en ce qui concerne les asanas, en ce qui concerne les postures, donc les postures un peu compliquées, avec le pied derrière la tête, etc., dans un but non pas de maîtrise du corps uniquement, mais également d'apprendre à se détacher du corps. Donc il y avait cette, ou il y a d'ailleurs toujours cette volonté spirituelle qui résonne en fait avec quelque chose, avec une forme de dévotion par rapport au divin, où le corps à l'importance très accessoire qu'il doit avoir dans ce chemin de libération. Les yogas modernes, de toute façon, ça va dépendre un peu de la tradition dans laquelle vous vous inscrivez, puisqu'on s'inscrit tous forcément dans une tradition. Personne n'arrive là vierge, sans aucune tradition, et boum, il invente un truc, c'est que forcément, on s'est rattaché à tel type de yoga dans notre cheminement, tel type de pratique, même qui n'a rien à voir avec le yoga, et plus ou moins, on arrive à quelque chose. Finalement, pour moi, si la question est faussée parce que la tradition se transmet à partir d'une source, la question est plus, à mon avis, de se demander si on est dans une forme classique du yoga ou si on est dans une forme, on va dire, complètement libérée et moderne. Avec, attention, la connotation dangereuse que peut avoir le mot modernité, à savoir moderne peut sembler plus cool, plus actuel, plus à l'écoute de ci ou de ça. C'est sûr que dans le haut Moyen-Âge, on n'avait peut-être pas les mêmes questionnements qu'en 2022. Je dirais par rapport à la modernité, de toute façon, aujourd'hui, on est moderne, mais on est déjà les has-been et les vieux de la génération d'après. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, pourquoi faites-vous du yoga, mes chers amis? Est-ce que si la question de la spiritualité, je ne parle pas de religion, mais la question de la spiritualité, mais je pourrais parler de religion. Vous voyez, à un moment, c'est pas un gros mot, parce que quand on chante des mantras, quand on chante un mantra à Ganesh, c'est un acte dévotionnel pour un dieu qui s'appelle Ganesh. Donc, à partir du moment où on parle d'un dieu et d'une dévotion, on est quand même vaguement dans une religion.
On peut trouver ça pas cool, pas fun ou embarrassant, mais en tout cas, c'est comme ça. La question est de savoir pourquoi on fait du yoga, je reviens là-dessus. La question de la voie classique ou la voie non classique, c'est-à-dire plutôt faire du forest yoga ou plutôt du hatha yoga, qu'est-ce qui est le plus pur? Parce que là, on vient aussi titiller ça quand même. C'est-à-dire la voie, quelle est la voie la plus pure, là où on est le plus dans la pureté de la tradition, qui ne serait le moins entaché par les affres du consumérisme. Quand vous allez dans une salle de yoga et que vous payez 1 000 € pour l'année et que votre cours dure 1 heure avec une prof qui a fait sa formation il y a 5 ans, qui n'a plus jamais été l'élève de sa vie, dites-vous bien que là, même si c'est un superbe cours de hatha yoga, voilà, c'est un cheminement spirituel. Donc ça veut dire qu'on peut se référer à son enseignant, qu'on a en face de soi. Alors peut-être pas lui poser les plus grandes questions existentielles, il n'a peut-être pas forcément la réponse, mais il est là pour pouvoir nous guider. Et donc, la forme du yoga dans sa version la plus classique a longtemps été celle donc de la dévotion, celle d'un rapport maître à élève et du temps qu'on y consacre. Évidemment, je me dis bien, entre les gosses et le travail, on n'a peut-être pas non plus 8 heures par jour à consacrer à la voie du yoga. Mais ça reste un choix, hein. Comme à l'époque, il y avait des gens, c'est pour ça que Caro parlait des ascètes, donc des sadhus, c'est-à-dire que, dites-vous qu'au Moyen-Âge, ils avaient les mêmes problèmes que vous, hein. C'était pas pire, hein. Ils prenaient juste moins d'antidépresseurs. Donc c'est juste, il y en avait qui étaient dans une voie purement ascétique et donc qui faisaient énormément de pratiques liées à ça, et d'autres qui étaient dans la vie du bon père de famille ou de la bonne mère de famille, donc qui travaillaient, etc. La modernité dans le yoga dit des années 60, elle est où? Elle est tout simplement que le yoga, par les grands maîtres type Shivananda, Yogi Bhajan et autres, est devenu accessible et donc, on va dire, adapté à la vie des personnes qui ont une vie normale, c'est-à-dire non ascétique, vie dans le monde. C'est là où il y a véritablement la rupture avec la dite tradition initiale de ce qui était le yoga, c'est-à-dire on entrait, donc je remonte dans le temps, donc bien avant donc les années 60, on entrait majoritairement dans le yoga comme on entrait dans un monastère, d'accord? C'était un sacerdoce. C'était un sacerdoce. Donc, des personnes comme ceux que je vous ai cités, ou d'autres, dans les années 60, ou un peu même postérieurs ou antérieurs, ont vu ou ont réfléchi, donc on parle là de philosophie, c'est-à-dire se sont dit, auquel le yoga peut se vivre de façon ascétique, mais il peut et il devrait également se vivre dans la vie de tous les jours pour la personne qui a les préoccupations d'une personne de la vie de tous les jours. Parce que l'ascète, c'est quoi l'ascète? Il ne faut pas non plus surfantasmer l'ascète, mais il faut quand même avoir en tête que c'est comme quelqu'un qui abandonne sa femme et ses gosses, son travail, sa maison, ses fringues et tout bien qu'il possède. Et sa famille, parce qu'à l'époque, il était aussi le soutien de famille des parents, je veux dire. Oui, voilà. Donc sa famille, ce qui n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, parce que c'était une société où les gens se soutenaient les uns les autres. Enfin voilà, il y avait vraiment un lien. La famille, c'était très très important, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais voilà, à l'époque, c'était très très important. Donc dites-vous bien que cet homme, arrivé à un certain âge de sa vie, peu importe lequel, décidait donc de tout abandonner, avec les conséquences que ça devait avoir pour sa femme et pour ses enfants, etc., pour devenir ce qu'on appellerait aujourd'hui un mendiant, en fait. Il ne travaillait pas, puisqu'il ne faisait que méditer et faire des postures de yoga. Il était totalement dévoué, en fait, à la voie du yoga, et il vivait de l'aumône, et c'est aussi le cas encore aujourd'hui pour les sadhus, sous une forme un brin plus moderne, mais bon, c'est pareil. Il vivait de l'aumône, en fait, des gens, et voire souvent, il jeûnait. Il jeûnait par choix, et il jeûnait aussi parce qu'il n'y avait rien à manger. Et il se retirait dans une grotte où il restait des semaines, des mois, peut-être même des années, il descendait des fois pour faire la Kumbh Mela, et il retournait dans sa grotte. Ça, c'est la vie du yogi. Aujourd'hui,
est-ce qu'une telle vie est possible? Oui, parce qu'il y a toujours des sadhus en Inde. Mais est-ce que, du coup, être vraiment dans la tradition du yoga, ça voudrait dire ça? Ça voudrait dire ça. Donc, de fait, la modernité dans le yoga a été, je ne sais pas quel adjectif, je dirais pas nécessaire, mais en tout cas, on ne pourrait pas faire du yoga si, à un moment, il n'y aurait pas eu des maîtres qui auraient voulu que ce soit accessible à tout à chacun, et ensuite, bien évidemment, en sortant du continent indien, donc voilà, en allant vers l'Occident. De toute façon, la question est déjà biaisée, puisque sinon, il faudrait tous que nous soyons ascètes et mendiants, qui est loin d'être le cas. Trouver maintenant un équilibre entre le mendiant et les salles de yoga ultra luxueuses, de toute façon, l'équilibre se fait tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, au centre de tout ça, ce qui compte, c'est votre pratique. D'accord? C'est pourquoi vous faites du yoga, quel est le sens pour vous de la moksha, donc de la libération, que faites-vous pour cette moksha, pour que cette libération intervienne, et tout simplement, après, tout le reste ne relève que du détail. Si vous trouvez que l'acro-yoga, je ne sais pas pourquoi l'acro-yoga, je pense à eux, mais bon, le yin-yang yoga, le yoga du serpent, le yoga de la chèvre, c'est une voie qui vous permet d'atteindre la libération en ce monde et notamment de travailler sur la question dite du détachement, eh bien, j'ai envie de dire, Waheguru, c'est-à-dire tant mieux. Pour le Kundalini Yoga, je voulais juste faire une petite précision, je n'ai pas voulu couper ma caro. En tout cas, la Yogi Bhajan, effectivement, est arrivé dans les années 60 aux États-Unis pour répandre ce yoga. Le Kundalini Yoga, donc, selon Yogi Bhajan, effectivement, date des années 60. Le Kundalini Yoga remonte à plusieurs millénaires. Yogi Bhajan, ce qu'il a apporté, c'est au-delà de formaliser tout ça et de, effectivement, le rendre accessible à tout le monde, parce que autrefois, c'était décrit comme accessible qu'à une élite, après soit argentée, soit qui avait le temps de faire ça. C'est aussi une vision où on utilise des mantras non pas en sanskrit, mais en Gurmukhi, qui est l'alphabet sikh. Donc, c'est lui qui a aussi mis cela en avant. Pourquoi cette précision? C'est pour vous dire qu'en fait, dans le cas du Kundalini Yoga, c'est des outils qui sont très anciens, qui certes ont été codifiés par Yogi Bhajan, mais ces outils anciens, c'est un très bon exemple, et qui ont été modernisés à partir du moment où ils ont été accessibles à n'importe quelle personne qui vient. Donc là, on est dans la balance entre la modernité et la pure tradition de ce qui se passe dans une grotte dans l'Himalaya. Pour la question tradition, modernité, légitimité, la légitimité, elle est savoir celle de votre potentiel éveil. Alors, ensuite, la forme, c'est celle qui vous convient, celle qui vous est tombée sur le coin du nez aussi. Hein. Peut-être qu'en bas de chez vous, vous aviez un cours de forest yoga. Bon, c'est ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Voilà, c'était ça. C'était pour vous, vous n'y aviez jamais pensé, et c'est ça. Et c'est ça qui va peut-être devenir le moteur de votre vie. Pour certaines personnes, c'est le yoga nidra, qui sont tombés par hasard dans un cours, voilà, j'ai des élèves qui me le disent, hein, ils sont tombés par hasard dans un cours de yoga nidra parce qu'ils avaient des insomnies, finalement, ça les aide, au-delà du bien-être, en fait, à se poser des vraies questions sur le fond spirituel. Tout ça pour vous dire que, évidemment, il y a des lettres classiques dans le yoga, et le hatha yoga, pas toujours comment il est enseigné, mais dans certains studios, il peut être, certains studios, en tout cas certains ashrams, mais enseigné dans ce qu'il a de plus fondamental. Là, on est effectivement dans quelque chose de totalement classique, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui vous mènera à la libération. Et du coup, c'est quoi le but? Dire, moi, je fais un yoga traditionnel, classique, je suis au plus près de la source de la pureté, ou est-ce que je fais quelque chose qui véritablement guide mes pas et m'aide à grandir et à me développer de façon à pouvoir un jour me libérer totalement de tous les affres de ce quotidien, à savoir le cycle des souffrances, le cycle des naissances. Il faut déjà partir sur le postulat qu'on y croit un peu à tout ça. Et peut-être que ça sera pas dans cette vie-là, hein, peut-être que ça sera dans la prochaine vie, peut-être que c'est dans cette vie-ci, pour vous, c'est un peu comme du fitness, c'est pas grave. Mais, et je finis par là,
Sur la fin de l'âge d'or du yoga, sans doute Caro l'a dit dans son podcast, mais je voulais juste avoir un mot là-dessus. Oui, peut-être qu'on revient à quelque chose de plus sobre, quelque chose de plus éclairé, quelque chose où finalement la personne qui va dans son cours ou dans son stage, ou peu importe, ou qui va faire cette retraite, le fait véritablement pour les bonnes raisons, à savoir celle du cœur, et non pas juste pour le côté un peu fashion de faire du yoga comme Madonna pour espérer un jour être aussi musclé qu'elle. Tout ça pour vous dire que une fois qu'on a enlevé nos stars hollywoodiennes qui font du yoga parce que c'est cool, restent en fait des gens qui sont à la recherche de la libération. Donc évidemment, Covid ou pas Covid, cet âge d'or du yoga où effectivement il y avait des studios à plus en finir avec des profs, à plus en finir avec tout un tas de merchandising autour, ben c'est comme tout, la mode, elle est déjà dépassée quand on sait que c'est une mode. Donc c'était vrai à l'époque où on était jeune et que la mode c'était les trucs à plateforme. Ou le jean taille basse, pensez au jean taille basse, c'est pareil. Voilà, c'est comme un jean taille basse, ça a été la mode pendant 10 ans, on avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à rentrer dedans. Puis au bout d'un moment, c'est passé au jean taille haute. Le yoga c'est la même chose. Demain, ça sera sûrement une autre discipline, mais resteront les gens qui seront toujours adeptes du jean taille basse. Ça va être au bout de... Quelle conclusion. Mais c'est très bien. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Moi aussi. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Voilà, écrivez-nous, on sera ravis d'y répondre. Écrivez-nous, donc vous avez d'abord l'adresse email au fil du yoga gmail.com et sur YouTube, vous pouvez nous faire des commentaires sur la chaîne. Et si vous avez vu, on va dire, l'annonce du podcast sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à commenter dessous. Si on a de nombreuses questions sur des sujets de fond, on fera une émission spéciale réponse à nos auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Maïmouna. Merci Caro. Et à très bientôt. À très bientôt. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil du yoga @gmail.com.